Tout le monde veut être entendu, mais très peu s'efforcent d'avoir quelque chose qui vaille vraiment la peine d'être dit. La plupart ne parlent que par impulsion, par habitude, par ego. Ils remplissent le silence par du bruit, même s'ils ne disent rien. Et dans ce chaos de mots vides, le silence devient une rareté et une arme. Garder le silence n'est pas un acte passif. C'est un mouvement intelligent, calculé, souvent plus puissant que n'importe quel argument. Le silence n'est pas pour ceux qui fuient, mais pour ceux qui n'ont plus besoin de se battre. C'est la réponse de celui qui sait qu'il n'a rien à prouver à personne. C'est le choix de celui qui préfère avoir le contrôle de lui-même plutôt que d'avoir raison. Je ne parle pas de rester silencieux par peur, je parle de rester silencieux par force. Parce que lorsque vous apprenez à maîtriser votre langue, vous maîtrisez aussi vos émotions, votre ego et votre énergie. Tout n'est pas dit, tout n'est pas répondu, tout ne mérite pas une réaction. Il y a des batailles qui se gagnent sans élever la voix. Il y a des offenses qui s'éteignent avec l'indifférence. Et il y a des moments où parler est simplement une autre façon de perdre le contrôle. Ce n'est pas une vidéo pour les gens qui veulent bien paraître. C'est pour ceux qui en ont assez de gaspiller de l'énergie, de tomber dans des provocations inutiles, de parler quand au fond ils savent qu'ils auraient dû rester silencieux. Ici, nous ne venons pas pour déguiser la réalité, mais pour l'affronter telle qu'elle est. Parce que si vous ne pouvez pas contrôler votre impulsion de parler, vous ne pourrez contrôler rien d'autre. Aujourd'hui, nous allons parler du silence. Mais plus que cela, nous allons apprendre à l'utiliser comme un outil réel, pratique, puissant. Non pas comme une excuse pour fuir, mais comme un moyen de prendre le contrôle, de vous dominer, de vous respecter, de gagner sans même ouvrir la bouche. 1. Mords-toi la langue avant de déclencher la tempête. Il y a des moments où tout en toi veut exploser. Quelqu'un te provoque, te pousse à bout, te lance un mot, un regard, un geste qui semble te demander de répondre avec fureur. Et là se trouve la première grande erreur, croire que lâcher ce que tu ressens à cet instant est un acte de force, alors qu'en réalité, c'est un signe de faiblesse. Le stoïcien ne se laisse pas emporter par le moment. Il ne parle pas quand il brûle de l'intérieur, parce qu'il sait que les mots lancés avec colère construisent rarement quelque chose. Ils détruisent plutôt. Le silence, dans ces moments de feu, n'est pas passivité. C'est un frein. C'est un contrôle brutal sur soi-même. C'est la domination de l'esprit sur l'impulsion. Se mordre la langue n'est pas une métaphore douce, c'est une bataille interne. Parce que quand quelque chose te fait mal ou te met en colère, ton instinct est de tirer. Tu veux crier, insulter, montrer clairement que tu ne te laisses pas faire. Mais quel est le résultat réel? Tu te dévalorises. Tu perds le focus. Tu donnes ta paix à l'autre. Réagir avec colère ne te rend pas fort. Ça te rend prévisible. Ça fait de toi quelqu'un que n'importe qui peut contrôler avec une simple poussée émotionnelle. Le philosophe Épictète le disait clairement. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te fait du mal, mais ton opinion à ce sujet. L'opinion naît dans ton esprit et se transforme en mots quand tu ne la contrôles pas. Et une fois que tu parles, il n'y a pas de retour en arrière. Tu peux t'excuser, tu peux essayer d'expliquer, mais ce que tu as dit avec colère a déjà laissé une marque, en toi, dans l'autre personne, dans la relation. Apprendre à se taire quand tout en toi crie que tu parles n'est pas facile. Cela demande de la force, cela demande de l'entraînement. Mais c'est l'une des compétences les plus précieuses que tu peux développer, parce que celui qui se contrôle au milieu de la tempête domine le terrain. Il ne s'agit pas de te réprimer pour toujours, il s'agit d'attendre, de laisser le feu s'apaiser, d'observer ce que tu ressens sans agir à partir de là. Le silence ne signifie pas soumission, il signifie stratégie. Peut-être décideras-tu de parler plus tard, peut-être pas. Mais si tu le fais, ce ne sera pas à partir du chaos, ce sera à partir du calme. Et cela change tout. Parce que celui qui parle avec sérénité frappe plus fort que celui qui crie sans réfléchir. Dans la vie réelle, cela s'applique partout. Dans une dispute avec ton partenaire, dans une réunion de travail, dans une dispute familiale, dans un message que tu es sur le point d'envoyer. Avant de lâcher ta vérité comme un coup de poing, pense, est-ce que cela aide? Est-ce que cela construit?
Est-ce que cela représente qui je suis quand je suis à mon meilleur? Se mordre la langue avant de déclencher la tempête est un acte de respect envers soi-même. C'est dire au monde, je peux répondre, mais je choisis de ne pas le faire, pas encore. Non pas parce que tu es faible, mais parce que tu es maître de toi. Parce que tu comprends que le contrôle émotionnel n'est pas un manque de caractère, mais un signe de maturité brutale. Ne confonds pas le silence avec la défaite. Parfois, c'est la plus grande forme de victoire, parce que le véritable pouvoir n'est pas dans la réaction immédiate, mais dans la capacité d'attendre, de réfléchir et de choisir avec précision quand et comment agir. Et quand tu apprends cela, tu cesses d'être l'esclave du moment et tu commences à devenir le maître de ton destin. 2. Reconnais ton ignorance avec dignité. L'esprit humain est comme une lanterne. Il éclaire ce qu'il connaît, mais au-delà du faisceau de lumière, il y a toujours de l'obscurité. Ce que tu ne vois pas ne disparaît pas. Tu ne le comprends tout simplement pas encore. Et le plus curieux, c'est que plus tu crois que ta lanterne est puissante, plus l'orgueil que tu portes sans t'en rendre compte est dangereux. Accepter que tu ne sais pas tout n'est pas un signe de faiblesse, c'est un acte de sagesse. Mais nous vivons dans une société où prétendre tout savoir te donne du statut, même si intérieurement tu répètes ce que tu as entendu sans le comprendre. L'ignorance n'est pas le problème. Le problème est de ne pas avoir le courage de la reconnaître. Dans la philosophie stoïcienne, l'un des principes les plus puissants est l'humilité intellectuelle. Savoir se taire quand tu n'as rien de précieux à apporter. Savoir poser des questions sans craindre le jugement. Savoir observer avant de donner ton avis, car celui qui parle depuis l'ignorance parle depuis l'ego. Et l'ego est ce poison silencieux qui te convainc que tu es arrivé, alors que tu n'as même pas encore commencé. Reconnaître que tu ne sais pas ne te rend pas inférieur, ça te rend réel, ça te permet d'apprendre, de grandir, de corriger. Mais pour cela, tu dois tuer une partie de toi, celle qui veut t'impressionner, celle qui veut avoir raison, celle qui se sent attaquée chaque fois que quelqu'un en sait plus. Cette partie est fragile, même si elle crie fort. C'est cette partie que tu dois enterrer si tu veux vraiment évoluer. Peu importe combien de livres tu as lus, combien de titres tu as, combien de phrases tu répètes. Si tu ne peux pas admettre qu'il y a encore des choses que tu ne comprends pas, tu es bloqué. L'ignorant n'est pas celui qui ne sait pas. C'est celui qui croit qu'il n'a plus besoin d'en savoir plus. Et c'est celui qui fait le plus de bruit, parce qu'il a peur que quelqu'un découvre combien il y a peu derrière sa façade. Dans la vie réelle, cela se traduit par quelque chose de très simple. Quand tu ne sais pas quelque chose, tais-toi. Écoute. Apprends. Pose des questions. Ne réagis pas avec sarcasme, ne change pas de sujet, ne te mets pas sur la défensive. Si quelque chose te dérange, c'est probablement parce qu'il touche un point aveugle. Et là, juste là, c'est là où tu as le plus besoin de rester silencieux et d'observer. Parfois, l'orgueil te dira « Ne te laisse pas faire, tu sais aussi ». Mais si ce que tu es sur le point de dire n'est pas basé sur la compréhension, alors ne parle pas. Tu n'as pas besoin de faire semblant, tu as besoin de comprendre. Et comprendre nécessite de l'humilité. Cela nécessite de mettre l'ego en pause. Cela nécessite d'être prêt à être un apprenti, même lorsque tu es déjà entouré d'applaudissements. Imagine combien d'erreurs tu pourrais éviter si tu parlais moins et observais plus. Combien d'opportunités tu pourrais gagner si au lieu de vouloir avoir raison, tu choisissais d'avoir de la clarté. Combien de relations pourraient être renforcées si tu arrêtais de rivaliser pour savoir qui en sait le plus et que tu commençais à partager ce que tu as vraiment compris. Reconnaître ton ignorance avec dignité ne signifie pas te rabaisser. Cela signifie ouvrir l'espace pour devenir plus fort, plus sage, plus réel. Cela signifie que tu es prêt à construire à partir de la base, sans fioritures, sans masque, sans discours vide. Parce que celui qui sait qu'il ne sait pas est déjà plus proche de la connaissance que celui qui prétend tout savoir. Alors, la prochaine fois que tu ne comprends pas quelque chose, au lieu de remplir ta bouche de mots que tu ne maîtrises pas, ferme les lèvres, ouvre l'esprit et écoute. Parce que le silence
quand il naît du respect pour ce que tu ne connais pas, est le premier pas vers une version de toi qui n'a plus besoin de prétendre quoi que ce soit. 3. Sois un refuge, pas une solution. Il y a des personnes qui sont comme des tempêtes. Elles arrivent avec du bruit, de la hâte, tout est hors de contrôle. Et il y en a d'autres qui sont comme des toits solides au milieu du désastre. Elles ne disent pas grand-chose. Elles n'essaient pas de tout réparer, mais leur simple présence vous apporte la paix. Être un refuge n'est pas être passif. C'est avoir la force de ne pas se laisser entraîner par le chaos de l'autre. Dans un monde où tout le monde veut donner son avis, corriger, conseiller, se démarquer, peu comprennent le pouvoir de simplement être là. D'écouter sans interrompre, d'accompagner sans imposer, de soutenir sans diriger. Tu n'as pas toujours à donner des réponses. Parfois, le plus sage que tu puisses faire est d'offrir ton silence comme un espace sûr où l'autre personne peut respirer. L'ego veut résoudre, parce que cela le fait se sentir utile, puissant, nécessaire. Mais du point de vue du stoïcisme, le véritable pouvoir réside dans la résistance à cette impulsion. Ne pas transformer la douleur de l'autre en ton projet personnel. Parce que tout le monde n'a pas besoin que tu lui dises quoi faire. Parfois, ils ont juste besoin de savoir qu'il y a quelqu'un qui ne les juge pas, qui ne les presse pas, qui ne les minimise pas. Être un refuge est un acte de présence consciente. Tu n'es pas là pour réparer quoi que ce soit. Tu es là pour soutenir le moment. Et cela demande plus de force qu'il n'y paraît. Parce que voir quelqu'un s'enfoncer dans ses émotions sans intervenir exige un niveau de maîtrise de soi brutal. Cela signifie accepter que tu n'as pas le contrôle, que tu n'es pas le sauveur, que tu n'es pas le centre. Quand tu parles sans qu'on te le demande, tu interromps des processus qui ont besoin de silence. Quand tu donnes des conseils à partir de ta perspective, tu n'aides souvent pas, tu ne fais qu'alimenter ton besoin de te sentir supérieur. Et quand tu penses que tu dois avoir une solution à tout, tu deviens un fardeau supplémentaire, pas un véritable soutien. La prochaine fois que quelqu'un te cherche dans un moment difficile, ne te précipite pas pour parler. Regarde au-delà des mots. Demande-toi ce dont il a vraiment besoin, une opinion ou simplement un endroit où se sentir en paix. Peut-être qu'il n'a pas besoin de tes idées, mais de ta sérénité. Peut-être qu'il ne cherche pas ton expérience, mais ta tranquillité. Peut-être que ce qui a le plus de valeur pour cette personne est ta capacité à écouter sans devenir le protagoniste. Il y a une énorme différence entre être utile et être envahissant. Et le silence marque souvent cette ligne. Si quelqu'un t'ouvre son monde, n'entre pas pour bouger les meubles. Si quelqu'un se confie à toi, ne réponds pas avec des phrases recyclées. Reste, écoute. Sois cet espace qui ne juge pas, qui ne presse pas, qui n'exige pas. C'est ça, être un refuge. Dans ton quotidien, cela s'applique plus que tu ne le penses. Une amitié qui traverse une crise, un membre de la famille qui se confie, un partenaire qui n'a pas besoin de conseils, mais de compréhension. Tu n'as pas à avoir toutes les réponses. Ce que tu peux offrir et qui vaut plus que tu ne le penses, c'est un silence ferme, un regard honnête, une présence qui ne vacille pas. Le silence qui accompagne, qui respecte, qui n'envahit pas, peut être plus guérisseur que 1000 mots. Parce que dans un monde où tout le monde parle pour parler, celui qui sait être sans imposer brille par sa rareté. Et son pouvoir n'est pas dans ce qu'il dit, mais dans ce qu'il transmet. Être un refuge, c'est avoir le courage de se taire quand on pourrait parler. C'est faire confiance à l'autre qui a aussi son chemin et que ton rôle n'est pas de le diriger, mais de soutenir l'espace pour qu'il le trouve. Et cela, même si tu ne le vois pas tout de suite, laisse des traces plus profondes que n'importe quel conseil non demandé. 4. Parle moins devant celui qui peut plus. Quand tu es devant une montagne, tu n'essaies pas de parler plus fort que le tonnerre. Tu l'observes, tu la respectes, parce que tu comprends qu'il y a des forces devant toi qui ne sont pas là pour être défiées par des mots, mais pour être comprises avec humilité. C'est ainsi que fonctionne aussi la vie. Il y a des personnes qui sont des montagnes, et tu n'es pas là pour leur crier ton ego.
Parler de trop devant celui qui en sait plus, qui a plus de pouvoir ou d'expérience, est un piège de l'orgueil. C'est l'ego déguisé en confiance, essayant d'impressionner, de prouver, de rivaliser. Mais selon la philosophie stoïcienne, ce n'est pas du courage, c'est de l'imprudence. C'est vouloir remplir le silence par peur de paraître moins, sans comprendre que parfois la véritable intelligence est de savoir se taire. Tout ce que tu penses n'a pas besoin d'être dit, et toute présence n'a pas besoin d'être dominée par des mots. Il y a des contextes où la chose la plus sage que tu peux faire est d'écouter, observer, apprendre, non pas parce que tu te sens inférieur, mais parce que tu reconnais la hiérarchie naturelle de l'expérience, parce que tu comprends qu'il y a des moments pour parler et des moments pour absorber comme une éponge. Celui qui parle sans mesure face au pouvoir, non seulement risque d'être ignoré, mais aussi d'être exposé, de montrer ce qu'il ne sait pas, de vendre une version gonflée de lui-même qui ne tient pas devant celui qui a vraiment vécu, lutté ou dirigé. Et quand cela arrive, tu ne perds pas seulement le respect, tu perds aussi des opportunités. Il y a quelque chose d'élégant dans le silence stratégique, dans le fait de ne pas interrompre pour te mettre en valeur, dans le fait de ne pas lâcher ton opinion comme si elle était toujours nécessaire, parce qu'elle ne l'est pas. Surtout face à ceux qui ont plus de parcours, plus de batailles, plus de cicatrices. Face à ces personnes, ta meilleure carte n'est pas de parler, c'est de poser des questions, c'est de rester tranquille, c'est d'écouter attentivement jusqu'à trouver le moment juste pour apporter quelque chose qui ajoute vraiment. Le silence n'est pas une reddition, c'est une façon de montrer l'intelligence émotionnelle, c'est savoir que parler sans être invité peut sonner comme du bruit. Et que, dans de nombreux cas, celui qui parle le moins est celui qui observe le plus, celui qui comprend le mieux la dynamique de l'environnement, celui qui sait quand entrer et quand simplement laisser l'autre enseigner. Dans le monde professionnel, c'est essentiel. Des réunions où celui qui interrompt le plus est souvent celui qui apporte le moins. Des conversations avec des leaders où beaucoup essaient de se démarquer et peu écoutent avec une véritable attention. Des scénarios où rester silencieux peut te donner plus de respect que 1000 phrases préparées pour impressionner. Il ne s'agit pas de toujours te taire, il s'agit de mesurer, de reconnaître le terrain sur lequel tu marches, de savoir que ta voix a plus d'impact lorsque tu choisis bien le moment de l'utiliser. Parce que parler moins ne signifie pas penser moins, cela signifie penser mieux. Le stoïcien valorise la connaissance, mais aussi la hiérarchie de l'expérience. Il sait qu'il y a des apprentissages qui ne s'obtiennent pas en parlant, mais en observant. Qu'il y a des personnes devant lesquelles tu n'as pas besoin de briller, mais d'absorber leur lumière. Que tout n'est pas compétition. Parfois, tu es simplement en présence de quelqu'un de qui tu peux apprendre plus en gardant la bouche fermée. Parle moins devant celui qui peut plus. Non pas comme un signe de soumission, mais comme une preuve d'intelligence. Parce qu'il y a des moments où garder le silence ne te rend pas invisible, mais respectable. Et dans ce respect silencieux s'ouvre la porte à ce qui compte vraiment. Apprendre, grandir et être prêt pour le moment où ta voix fera vraiment la différence. 5. Ne descends pas dans la boue avec celui qui cherche à te salir. Il y a des gens qui ne veulent pas de dialogue, ils veulent la guerre. Ils ne cherchent pas à comprendre, ils cherchent à t'entraîner dans leur marécage où tout est bruit, saleté, attaques et orgueil. Ils sont comme des mains pleines de boue tendues vers toi. Et si tu ne sais pas poser des limites, tu finis par les serrer et à te salir avec elles. La boue a un piège. Plus tu bouges dedans, plus tu t'enfonces. Il en va de même pour les conflits sans sens, les provocations bon marché, les gens qui vivent en cherchant la bagarre. Si tu descends à leur niveau, tu as déjà perdu. Peu importe la qualité de tes arguments, peu importe combien tu penses avoir raison. En leur répondant avec la même énergie, tu te contamines, tu t'éloignes de toi. Et pire encore, tu perds ton centre. Du point de vue du stoïcisme, la réponse n'est pas de confronter celui qui provoque, mais de l'ignorer avec dignité. Car le contrôle de soi vaut plus que n'importe quelle victoire verbale. Tu n'as pas besoin de crier, d'humilier ou de te défendre avec agressivité.
Celui qui est en paix ne discute pas avec celui qui vit en guerre. Parfois, l'insulte déguisée en critique arrive juste quand tu es le plus faible, juste quand la fatigue te pèse ou l'émotion te tremble à l'intérieur. Et c'est alors que la boue devient tentante. Tu veux répondre, tu veux remettre cette personne à sa place, mais t'arrêter, respirer et garder le silence est beaucoup plus courageux que d'entrer dans cette bataille absurde. Celui qui te provoque veut une réaction. Il se nourrit de cela. S'il ne l'obtient pas, il s'éteint. Mais si tu réponds, si tu baisses la garde, si tu entres dans le jeu, tu lui donnes exactement ce qu'il cherchait, ton énergie. Et après cela, peu importe si tu gagnes ou perds la discussion. Tu es déjà sale, tu es déjà dans la boue, te battant par orgueil, par colère, par besoin d'avoir le dernier mot. Dans la vie quotidienne, cela se répète constamment. Des discussions sur les réseaux sociaux qui ne mènent nulle part, des commentaires malveillants au travail, des personnes toxiques dans ton entourage qui cherchent seulement à te faire tomber. Et si tu ne sais pas t'arrêter, si tu ne sais pas garder le silence, si tu ne sais pas regarder d'en haut, tu seras constamment sur la défensive, toujours sale, toujours en guerre. Le stoïcien comprend que tout ne mérite pas une réponse, qu'il y a des provocations qui s'éteignent avec l'indifférence, que choisir le silence n'est pas fuir, c'est s'élever. Car quand quelqu'un lance de la boue, c'est toi qui choisis si cette boue te touche ou non. Tu n'es pas une victime des paroles des autres. Tu es responsable de ce que tu permets de t'affecter. Tu n'as pas à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Tu n'es pas dans cette vie pour convaincre celui qui ne veut pas comprendre. Tu n'es pas ici pour descendre sur chaque champ de bataille qu'on te propose. Tu as un chemin, tu as une approche, tu as une mission bien plus grande que de perdre ton temps à discuter avec quelqu'un qui ne se respecte même pas lui-même. Alors, la prochaine fois que quelqu'un essaiera de te salir, ne descends pas, reste en haut, observe depuis la hauteur, non pas par arrogance mais par clarté, car celui qui sait qui il est n'a pas besoin de se défendre à chaque pierre. Et celui qui est en paix n'a pas besoin de se salir pour se sentir fort. Ton silence sera plus percutant que n'importe quelle réponse. Ton indifférence sera plus douloureuse que n'importe quel cri. Et ton focus intact sera la preuve que rien ni personne ne peut t'entraîner dans la boue si tu ne le permets pas. 6. Si ta vérité va blesser, mieux vaut attendre. La vérité est comme le feu. Elle peut éclairer ou elle peut brûler. Tout dépend de quand tu l'allumes et comment tu l'utilises. Il y a des moments où dire ta vérité sans filtre n'est pas un acte de courage, mais de brutalité. Parce que tout ce qui est vrai ne se dit pas immédiatement, à n'importe quel prix, ni dans n'importe quel ton. Il y a des gens qui utilisent « je dis simplement la vérité » comme excuse pour libérer leur colère enveloppée d'honnêteté. Ils confondent franchise avec agression. Ils croient qu'en étant sincères, ils ont le droit de détruire. Mais la vérité sans compassion ne construit pas, elle blesse seulement. Et dire la vérité au mauvais moment peut avoir plus d'impact destructeur que n'importe quel mensonge. Du point de vue du stoïcisme, parler n'est pas simplement libérer ce que tu penses. C'est agir avec intention. C'est reconnaître le moment. C'est mesurer l'impact. Parce que dire la vérité à chaud, depuis la colère, depuis l'ego, n'est pas un acte sage. C'est une réaction. Et toute réaction impulsive vient du désordre, pas du contrôle. Parles-tu parce que c'est vraiment le moment? Ou le fais-tu parce que quelque chose en toi veut t'attaquer, veut libérer ce qui brûle, veut se sentir supérieur? Voilà la différence entre quelqu'un qui vit guidé par ses émotions et quelqu'un qui a cultivé l'autocontrôle. Le second attend, il choisit ses mots. Et quand il parle, il le fait depuis la fermeté, pas depuis la fureur. Ta vérité peut être nécessaire, voire douloureuse. Mais si tu n'attends pas le bon moment, elle devient poison. Elle peut fermer des portes, briser des relations, détruire la confiance. Et bien souvent, ce qui est dit ne fait pas mal à cause du contenu, mais à cause de la forme, du ton, du contexte. C'est pourquoi le silence n'est pas lâcheté, c'est sagesse. C'est la pause nécessaire pour transformer une vérité dangereuse en une vérité utile. Il y a des vérités qui doivent être dites, mais toutes ne doivent pas être lancées comme des pierres.
Certaines doivent être construites comme des ponts, et cela n'est possible que si tu prends le temps de refroidir l'émotion avant d'ouvrir la bouche. Pour comprendre si tu parles pour aider ou pour te décharger, combien de fois as-tu dit quelque chose de vrai, mais tu l'as lâché mal, sans tact, sans réfléchir. Et ensuite, tu t'es retrouvé à ramasser les morceaux d'une relation brisée. Tu t'es excusé, mais tu savais que ce qui avait été dit avait laissé une blessure. Parce que la vérité, quand elle n'est pas dite avec conscience, laisse des marques plus profondes que n'importe quel mensonge. Dans la vie quotidienne, cela se produit tout le temps. Une dispute avec quelqu'un que tu aimes, un conflit au travail, une opinion non sollicitée. Parfois tu as raison, mais cela ne te donne pas le droit de bousculer l'autre avec tes mots. Être le détenteur de la vérité ne te fait pas bourreau. Cela te rend responsable de la manière dont tu la livres. Le stoïcien ne parle pas simplement parce qu'il le peut, il parle quand il le doit. Et si sa vérité va faire mal, il la polit, il la pense, il la pèse. Parce qu'il sait qu'il ne s'agit pas de se taire pour toujours, mais de choisir le moment exact où cette vérité peut servir, pas détruire. Attendre n'est pas une faiblesse, c'est de la préparation, c'est du respect. C'est comprendre que le pouvoir de la parole réside dans sa précision, pas dans sa violence. Parce que ce que tu dis aujourd'hui, dans l'impulsion, peut être ce que tu regretteras demain dans le calme. Alors, si ta vérité est sur le point de sortir comme une explosion, arrête-toi, respire, garde-la pour l'instant, laisse-la mûrir en toi. Et quand tu seras prêt à la dire depuis le contrôle, pas depuis l'émotion, alors son effet sera réel, profond, nécessaire, pas comme un coup de feu, mais comme un guide. 7. Laisse ton ego à la porte de l'apprentissage. Apprendre est comme entrer dans un temple sacré. Tu ne peux pas le faire avec les chaussures sales de l'orgueil. Si tu veux vraiment grandir, la première chose que tu dois faire est de laisser ton ego à la porte. Parce que l'ego n'écoute pas, n'observe pas, n'accepte pas. L'ego interrompt, suppose, compétitionne. Il prétend tout savoir, même s'il est vide à l'intérieur. Beaucoup disent qu'ils veulent apprendre, mais ils cherchent seulement à confirmer ce qu'ils croient déjà. Ils s'approchent de la connaissance non pas avec humilité, mais avec le désir secret de se montrer comme les plus intelligents. Et c'est là que tout se brise. Parce que personne ne peut se remplir de sagesse avec un verre qui déborde déjà d'arrogance. Le stoïcien comprend que la vraie croissance nécessite de se désarmer. Entrer en silence, admettre que tu n'as pas toutes les réponses, être prêt à écouter sans te défendre, à accepter les corrections sans te justifier, à reconnaître les erreurs sans chercher d'excuses. Et cela n'est pas possible si ton ego est à l'avant de chaque conversation. Il y a des gens qui se ferment à l'apprentissage simplement parce qu'ils ne supportent pas que quelqu'un d'autre en sache plus qu'eux. Ils se sentent menacés. Ils sont dérangés de ne pas être le centre. Mais apprendre implique de lâcher le personnage. Cela implique de voir l'autre comme une source, pas comme une compétition. Et cela demande du caractère. Parce que s'asseoir au pied de quelqu'un d'autre, en silence, absorbant ce qu'il a à te donner, n'est possible que lorsque tu as la force de mettre ton orgueil de côté. Chaque fois que tu interromps quelqu'un pour montrer que tu sais aussi, chaque fois que tu évites de poser une question par peur de paraître ignorant, chaque fois que tu rejettes une critique constructive par pure sensibilité, ton ego prend le contrôle. Et lorsque l'ego commande, l'apprentissage se ferme. Dans la vie réelle, on voit cela tous les jours. Des employés qui n'écoutent pas leur leader, des jeunes qui méprisent l'expérience, des gens qui demandent des conseils mais ne les appliquent pas parce qu'ils viennent de quelqu'un qui ne les impressionne pas. Ils se ferment à l'opportunité d'apprendre parce qu'ils sont trop occupés à se défendre contre une menace qui n'existe que dans leur tête. Apprendre vraiment nécessite une humilité brutale. C'est dire « je ne sais pas, mais je veux savoir ». C'est approcher de l'autre non pas pour le surpasser, mais pour absorber quelque chose de précieux. C'est arrêter de chercher l'approbation et commencer à chercher la compréhension. Et cette mentalité est celle qui sépare celui qui stagne de celui qui évolue. Il faut comprendre quelque chose. Tout apprentissage ne vient pas enveloppé de jolis mots. Parfois, apprendre fait mal.
ça te confronte, ça t'expose. Mais si au lieu de fermer les oreilles, tu choisis de te taire et d'écouter, tu obtiens quelque chose qui n'a pas de prix. Et ce quelque chose se traduit par plus de clarté, plus d'outils, plus de pouvoir interne. Le stoïcien se tait pour pouvoir comprendre. Il ne s'intéresse pas à avoir raison, il s'intéresse à avoir des résultats. C'est pourquoi il ne discute pas avec celui qui en sait plus. Il ne cherche pas à être le protagoniste dans une salle pleine de sagesse, il n'interrompt pas l'enseignement avec son insécurité. Il garde le silence, non pas par infériorité, mais par respect pour le processus. Alors la prochaine fois que tu te trouves face à une opportunité d'apprendre, demande-toi, vais-je écouter ou suis-je juste venu pour me montrer? Suis-je ici pour m'améliorer ou juste pour nourrir mon ego? Parce que cette décision définit ta croissance. Si tu n'es pas prêt à rester silencieux, à reconnaître ton ignorance, à recevoir sans résistance, alors tu n'es pas prêt à apprendre quoi que ce soit de réel. Et tu continueras à répéter ce que tu sais déjà, à tourner en rond, à croire que tu avances, alors qu'en réalité, tu ne fais que fuir ton propre orgueil. Laisse ton ego à la porte de l'apprentissage. Ce n'est qu'ainsi que tu en sortiras avec quelque chose de plus que des phrases. Tu en sortiras avec une vision, avec des outils, avec un esprit plus aiguisé et un cœur plus préparé à affronter le monde avec une véritable sagesse. 8. Gagne du terrain sans bouger une seule lèvre. Il y a des batailles qui se gagnent sans épée, des conquêtes qui n'ont pas besoin de bruit, des victoires silencieuses que personne n'applaudit, mais qui changent le cours de tout. Tout comme un arbre ne se vante pas de sa croissance, mais ses racines s'étendent jour après jour, tu peux aussi avancer sans avoir à annoncer chaque pas. Le silence, lorsqu'il est combiné avec la discipline, devient une stratégie pure. Dans un monde obsédé par l'apparence du progrès, par la démonstration des réalisations, par le cri de chaque mouvement, rester silencieux semble étrange. Mais c'est précisément cette étrangeté qui te donne un avantage. Parce que pendant que les autres sont distraits en parlant, tu es concentré en agissant. Pendant que les autres essaient d'impressionner, tu es en train de construire. Pendant que les autres discutent, tu avances. Du point de vue stoïcien, le véritable pouvoir n'est pas dans ce que tu déclares, mais dans ce que tu fais sans avoir besoin de l'exposer. Un stoïcien ne perd pas de temps à expliquer chaque décision. Il sait que la valeur réelle de ses actes réside dans le résultat, pas dans l'opinion des autres. C'est pourquoi il se tait. C'est pourquoi il observe. C'est pourquoi il avance avec fermeté, même si personne ne le voit venir. Gagner du terrain sans bouger une seule lèvre ne signifie pas rester immobile. Cela signifie bouger intelligemment. Cela signifie que tu n'as pas besoin de validation constante, que tu n'essaies pas de convaincre quelqu'un, que ton énergie est tellement concentrée sur la croissance, l'amélioration, l'avancement, que tu n'as pas le temps de nourrir ton ego avec des applaudissements vides. Les gens parlent beaucoup quand ils ont peu à montrer. Ceux qui font vraiment quelque chose d'important sont généralement occupés, concentrés, silencieux, parce qu'ils savent que le bruit peut attirer l'attention, mais ne construit pas le respect. Et le respect durable se gagne avec des résultats, avec de la cohérence, avec une présence constante, pas avec des discours vides. Quand tu n'annonces pas tes pas, personne ne peut bloquer ton chemin. Quand tu ne révèles pas tes plans, personne n'a le temps de les saboter. Quand ta croissance est interne, profonde, silencieuse, elle devient imparable. Parce qu'elle ne dépend pas de l'acceptation externe, ni de la reconnaissance publique. Elle dépend seulement de toi. Dans la vie réelle, cela s'applique à tout, à ton progrès personnel, à tes objectifs professionnels, à tes relations. Parfois, le meilleur mouvement est de ne rien dire, ne pas expliquer, ne pas justifier, juste agir, juste avancer, laisser tes résultats parler pour toi, et quand ils le feront, ils parleront plus fort que n'importe quelle promesse ou discours. Tu n'as pas besoin de raconter à tout le monde chaque pas que tu fais. Tu n'as pas besoin de prouver que tu changes, juste fais-le. Et laisse le silence devenir ton bouclier, ta stratégie, ta signature, parce que pendant que les autres cherchent de l'attention, tu gagnes du terrain.
Tu grandis dans l'invisible, dans ce qui n'est pas mesuré par des applaudissements, mais se ressent dans ta façon de vivre, de regarder, de marcher. Le stoïcien ne rivalise pas avec le bruit. Il le surpasse depuis le calme. Il ne cherche pas à se démarquer dans chaque conversation. Il se distingue par la façon dont il agit, comment il maintient son focus, comment son progrès est si solide que personne ne peut l'ignorer même s'il ne le crie pas. Sa force réside dans le contrôle, dans la constance, dans le pouvoir de faire sans se vanter. Alors, la prochaine fois que tu ressens le besoin d'expliquer, de défendre, d'annoncer tes mouvements, souviens-toi de ceci. Tu n'es pas là pour convaincre. Tu es là pour avancer, et chaque pas ferme donné en silence construit une base que le bruit ne pourra jamais briser. Gagner du terrain sans bouger une seule lèvre n'est pas se taire par peur. C'est avancer avec puissance. C'est avoir tellement confiance en ton chemin que tu n'as plus besoin d'approbation. Parce que tu sais qui tu es, tu sais ce que tu fais, et tu sais que, quand viendra le moment, ta vie parlera plus fort que n'importe quel mot. Nous vivons dans un monde qui ne s'arrête pas. Tout court, tout exige, tout accable. Et pendant que nous essayons de rester à flot, quelque chose en nous commence à se briser. L'esprit ne crie pas, mais il s'use en silence. Il n'est pas nécessaire d'atteindre le point de rupture pour réaliser que nous portons plus que ce que nous pouvons supporter. Des pensées qui ne s'éteignent pas, des soucis qui se répètent en boucle, une voix intérieure qui ne sait pas se taire. C'est ainsi que nous vivons aujourd'hui, avec la tête pleine et l'âme épuisée. Mais le pire, c'est que nous avons normalisé tout cela. Nous pensons que le stress est synonyme de vie, que l'anxiété fait partie du jeu, que le repos est un luxe et le calme, une fantaisie. Et non, ce n'est pas le cas. Ce bruit constant dans votre esprit n'est pas normal. Cette tension qui vous accompagne chaque jour, non plus. Et si nous ne faisons rien à ce sujet, cela va nous coûter cher. Cette vidéo n'est pas un joli message. Ce n'est pas une autre phrase de motivation à accrocher au mur. C'est un appel urgent à prendre en main votre paix mentale, à cesser d'être spectateur du chaos et à commencer à construire un espace intérieur où vous pouvez vraiment respirer. Parce que oui, il y a une issue, non pas dans des promesses vides, mais dans des pratiques réelles. Des outils millénaires, comme le stoïcisme, qui non seulement survivent au passage du temps, mais qui aujourd'hui, plus que jamais, prennent tout leur sens. Parce qu'ils ont été forgés au milieu de la douleur, de l'incertitude, de la perte et du conflit. Et si quelque chose a de la valeur dans ce monde, c'est ce qui résiste aux tempêtes. Dans ce voyage, vous n'allez pas trouver de formule magique, mais vous allez trouver la vérité. Et parfois, la vérité n'est pas confortable. Parfois, elle fait mal. Mais elle guérit aussi. Je vais partager avec vous 8 façons de calmer et de guérir votre esprit, une par une. Ce ne sont pas des astuces, ce sont des chemins. Et si vous les parcourez avec intention, ils peuvent vous transformer complètement. 1. Regarde tes pensées comme si elles n'étaient pas les tiennes. Imagine que ton esprit est une gare et tes pensées sont les trains qui passent. Certains arrivent à toute vitesse, d'autres font du bruit, quelques-uns s'arrêtent trop longtemps. Mais tu n'es aucun de ces trains. Tu es la personne qui se tient sur le quai, observant. Et le plus important, tu peux décider si tu montes ou non. Le problème est qu'au cours de la vie, on nous a mal formés. On nous a fait croire que tout ce qui passe par notre tête est vrai. Que si nous pensons quelque chose, alors nous sommes cela. Que si une idée sombre nous traverse l'esprit, c'est parce que quelque chose ne va pas en nous. Et non, ce n'est pas le cas. La pensée n'est pas toujours un reflet de ce que nous sommes. Souvent, c'est juste du bruit. Du bruit appris, hérité, copié, déformé. Mais comme personne ne nous a appris à le regarder avec distance, nous finissons par croire que nous sommes ce que nous pensons, et c'est là que le piège commence. Le stoïcisme nous offre une perspective radicalement différente. Ne t'identifie pas à ce qui passe par ton esprit. Ne mets pas ton nom sur chaque idée qui apparaît. Épictète disait que ce qui nous perturbe n'est pas ce qui nous arrive, mais ce que nous pensons de ce qui nous arrive.
Cette phrase, si simple, peut changer ta vie si tu la prends au sérieux. Parce que chaque fois que tu te surprends à répéter des pensées négatives, catastrophiques ou inutiles, tu as deux options. Continuer à les nourrir ou te rendre compte qu'elles ne sont que des trains qui passent et que tu peux rester sur le quai. Mais il ne s'agit pas seulement d'observer, c'est observer avec conscience. C'est questionner chaque pensée qui arrive avec une attitude presque détective. Est-ce que cette pensée me sert? Est-ce qu'elle me calme ou m'empoisonne? Est-ce une vérité ou une histoire mal racontée? Si tu ne fais pas cet exercice, ton esprit va décider pour toi. Et crois-moi, quand l'esprit est plein de déchets, tu ne peux pas t'attendre à ce qu'il te traite avec respect. Beaucoup de gens cherchent la paix en essayant de forcer des pensées positives, en répétant des phrases comme des robots, en feignant le calme alors qu'à l'intérieur tout brûle. Et ça ne fonctionne pas. Tu ne peux pas construire un esprit sain en ignorant ce qui s'y trouve. Ce que tu peux faire, c'est prendre du recul, apprendre à regarder de l'extérieur, t'entraîner dans cet espace entre ce que tu penses et ce que tu décides de faire avec. Cette pratique n'est pas facile, parce que ton ego va crier. Il va dire que si tu ne luttes pas contre chaque pensée, tu vas perdre. Que si tu ne réagis pas, tu t'affaiblis. Mais non, regarder avec distance n'est pas se rendre, c'est reprendre le contrôle. C'est s'asseoir sur le siège du conducteur et cesser d'être un passager pris en otage par tes propres peurs, souvenirs et suppositions. Apaiser et guérir l'esprit ne commence pas par éliminer les pensées, mais par arrêter de fusionner avec elles. Et c'est un entraînement quotidien. Chaque fois que tu te surprends à croire un mensonge mental, arrête-toi et observe-le, nomme-le, éclaire-le, et puis laisse-le partir. Ne monte pas dans le train simplement parce qu'il est arrivé. Tout ce qui passe par ta tête ne mérite pas ton attention, ton temps ou ton énergie. Si tu apprends à regarder tes pensées comme si elles n'étaient pas les tiennes, tu commences à voir plus clairement qui tu es vraiment. Et tu te rends compte que sous tout ce bruit, il y a toujours eu du silence. C'est juste que tu ne savais pas comment l'écouter. 2. Écris pour lâcher le poids invisible. L'esprit est comme un sac à dos invisible. Nous le portons tous et, sans nous en rendre compte, nous y mettons chaque émotion réprimée, chaque pensée non exprimée, chaque préoccupation non résolue. Le problème, c'est que même si personne d'autre ne le voit, tu ressens le poids. Tu t'épuises sans savoir pourquoi. Tu as du mal à te concentrer. Tu t'irrites facilement. Tu dors mal. Et ce n'est pas que tu échoues. C'est que tu portes trop sans te donner la permission de lâcher. Et c'est là que l'écriture entre en jeu. Mais pas l'écriture parfaite, belle ou littéraire. Non, je parle d'écrire comme si tu saignais sur le papier. Comme si tu arrachais de l'intérieur ce que tu ne sais pas comment dire à voix haute. Parce que lorsque tu écris, tu ne fais pas seulement ordonner ce que tu ressens, tu donnes aussi une forme à ce qui était auparavant un chaos diffus en toi. Et quand quelque chose prend forme, il perd son pouvoir sur toi. Il cesse d'être ce monstre invisible qui te respire dans le cou et devient une image concrète, quelque chose que tu peux regarder, questionner, comprendre et, surtout, laisser aller. Les stoïciens le savaient. Marc Aurèle, l'un des hommes les plus puissants de son époque, écrivait tous les jours dans son journal. Et il ne le faisait pas pour les autres, il le faisait pour lui-même. Pour mettre de l'ordre dans son esprit, pour calmer le tourbillon de pensée, pour se rappeler qui il voulait être au milieu du bruit. Ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de méditation n'était pas un livre, c'était un outil pour survivre. Tu peux aussi avoir cet espace, un endroit où tu n'as pas besoin de faire semblant, où il n'y a pas de jugement, où tu peux écrire avec colère, tristesse, peur ou clarté. Ce qui compte, ce n'est pas comment tu le dis, mais que tu le dises. Parce que si tu ne le fais pas, tout ce que tu portes restera là, gênant, poussant, éclatant de l'intérieur. Le papier ne te demande rien. Il ne te demande pas de réponse. Il te donne simplement la permission d'être brutalement honnête avec toi-même. Et cela, dans ce monde d'apparence et de filtres, est déjà un acte de libération. Beaucoup de gens disent qu'ils ne savent pas par où commencer.
qu'ils ne sont pas doués pour écrire, qu'ils ont honte. À ces personnes, je dis, ne le fais pas bien, fais-le réel. Commence par ce qui te fait mal aujourd'hui, par ce que tu ne comprends pas, par ce qui te met en colère, par ce que tu n'oses pas dire à personne. Écris sans structure, sans plan, sans filtre, et quand tu as fini, ne le lis pas si tu ne veux pas. Brûle-le si nécessaire, mais sors-le de ton corps. Parce que quand tu le laisses sur le papier, tu arrêtes de le porter dans ton esprit. Écrire est une façon de vider l'âme, de revenir à toi, de t'écouter sans interruption, de te rendre compte de ce que tu ressens vraiment quand tu éteins le bruit extérieur. Et là, dans cette rencontre avec toi-même, il y a de la vérité, il y a de la clarté, il y a de la paix. Non pas parce que tout se résout en l'écrivant, mais parce que tu l'affrontes enfin. Et quand tu affrontes quelque chose, tu arrêtes d'en avoir peur. Ne sous-estime pas le pouvoir d'une feuille blanche. C'est un miroir, un qui ne ment pas, un qui t'aide à voir ce qui est désordonné à l'intérieur et à le mettre en place. Si tu fais de l'écriture une habitude, même si ce n'est que 5 minutes par jour, tu lâches petit à petit du poids. Tu enlèves des pierres du sac à dos invisible. Et un jour, tu te rends compte que tu marches plus léger, que tu respires mieux, que l'esprit, enfin, commence à se sentir comme un lieu habitable. 3. Fais moins, mais avec toute ton âme. La vie est comme une table remplie de plats. Tout le monde veut que tu goûtes quelque chose, que tu te serves davantage, que tu ne dises pas non. Et toi, pour faire plaisir, pour ne pas mal paraître, pour avoir l'impression d'avancer, tu remplis ton assiette de tout. Mais dans ce mélange de saveurs sans sens, de tâches, d'engagements, d'objectifs et de distractions, tu finis par ne rien savourer. Tu manges seulement par inertie, tu vis seulement par inertie. Et dans cet excès, l'essentiel se perd. On nous a appris que faire plus est mieux. Que si tu n'es pas occupé, alors tu échoues. Que si tu n'es pas à la limite, tu ne fais pas assez. Et c'est un mensonge dangereux, parce que l'âme ne se nourrit pas de quantité, elle se nourrit de présence. Peu importe combien de choses tu fais dans une journée, si tu n'es pas vraiment là dans aucune d'elles. Peu importe combien de réussites tu accumules, si tu n'as pas vraiment mis ton cœur dans aucune d'elles. Le stoïcisme ne te demande pas d'être productif, il te demande d'être conscient. Sénèque le disait clairement, ce n'est pas que nous avons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. Nous perdons du temps dans des choses qui ne nous remplissent pas, dans des engagements qui ne nous représentent pas, dans des obligations que nous acceptons par peur de dire non. Et chaque minute consacrée à quelque chose qui ne t'importe pas est un voleur silencieux qui emporte ton énergie sans que tu t'en rendes compte. Faire moins n'est pas abandonner. C'est prioriser. C'est regarder avec courage ce qui a vraiment du sens pour toi et éliminer le reste. C'est renoncer à l'illusion d'être tout pour tout le monde. C'est arrêter de courir après la productivité vide et commencer à vivre avec intention. Parce que lorsque tu fais moins, mais que tu le fais avec toute ton âme, tout change. Ton attention se concentre, ton énergie s'organise, ton esprit se calme. Et c'est là que commence la guérison. La clé est de choisir avec courage, de dire « ceci oui, cela non ». Et de le maintenir même si les autres ne comprennent pas. Parce que oui, tu vas décevoir, tu vas perdre des choses, mais tu vas aussi gagner quelque chose qui n'a pas de prix, la paix, du temps réel, du sens, de la présence, et cela vaut plus que n'importe quelle liste interminable de tâches accomplies sans âme. Commence par te demander qu'est-ce qui compte vraiment pour moi dans tout ce que je fais chaque jour? Qu'est-ce qui me connecte? Qu'est-ce qui me vide? Que ferais-je si je n'avais plus peur de mal paraître? Si tu ne peux pas répondre, c'est que tu es trop dispersé. Et quand tu es dispersé, il n'y a pas de clarté. Et sans clarté, l'esprit devient un champ de bataille où tout se heurte et rien ne coule. Fais moins. Mais fais-le avec toute ton énergie, avec toute ta concentration, avec toute ton âme. Ne fais pas pour faire, ne vis pas par inertie. Parce que si ton âme n'est pas présente, ce que tu fais ne laisse aucune trace ni en toi ni à l'extérieur. Et à la fin, c'est ce qui fait le plus mal. Réaliser que tu as fait beaucoup, mais vécu peu. Commence aujourd'hui. Efface une obligation qui ne te représente pas.
Dis non sans donner d'explication. Choisis une seule chose sur laquelle tu vas mettre toute ton intention. Et fais-la comme si c'était la seule chose qui existe. Parce que lorsque tu es totalement présent dans ce que tu fais, même si c'est une seule chose, tu es aussi présent dans ta vie. Et cette présence est ce qui guérit l'esprit. Pas le bruit, pas la multitâche, pas la performance artificielle. Seule la présence, seule l'âme entière. 4. Lâche la corde de ce que tu ne peux pas contrôler. Imagine-toi tenant une corde qui est attachée à quelque chose qui s'éloigne avec force. Tu tires, tu fais tout ton possible pour la garder près de toi, tu résistes de toutes tes forces. Mais chaque fois que tu tires, la corde se tend de plus en plus et commence à te brûler les mains. Peu importe combien cela fait mal, tu continues à t'accrocher, jusqu'à ce qu'il arrive un moment où tu comprends que la douleur ne vient pas de ce qui s'en va, mais de ne pas lâcher. C'est ce que nous faisons chaque jour. Nous nous accrochons à ce qui n'est pas entre nos mains, aux décisions des autres, au passé qui est déjà passé, à ce qui aurait pu être. Nous nous attachons à des attentes, à des résultats qui ne dépendent pas de nous, à la nécessité que tout se passe comme nous l'avons prévu. Et ainsi, peu à peu, nous devenons esclaves de ce que nous ne pouvons pas gérer. Nous nous remplissons de frustration, de colère, d'anxiété, non pas parce que le monde est contre nous, mais parce que nous menons des batailles inutiles. Le stoïcisme a une des idées les plus puissantes et les plus difficiles à appliquer. Distingue ce que tu peux contrôler de ce que tu ne peux pas. Cette ligne divise ta vie en deux. Ce que tu peux influencer par tes actions, ton attitude, tes décisions et tout le reste. Le comportement des autres, le climat, le trafic, les crises, les pertes, les opinions des autres. Tout cela est hors de ta portée. Mais nous continuons à agir comme si avec assez d'efforts, nous pouvions tout changer. Et c'est ce qui détruit l'esprit. Quand tu ne lâches pas, tu t'épuises. Tu restes coincé dans un cycle où tu investis de l'énergie dans ce qui ne te donnera jamais ce que tu espères. Et pendant ce temps, tu négliges ce que tu pourrais améliorer. Ta façon de réagir, ta façon de prendre soin de toi, la clarté avec laquelle tu prends des décisions, la façon dont tu te parles quand quelque chose ne se passe pas comme tu le voulais. C'est là que se trouve ton véritable pouvoir. Mais tu ne le vois pas parce que tu es occupé à tirer sur une corde qui ne te fait que du mal. Lâcher prise n'est pas abandonner. Lâcher prise, c'est choisir intelligemment où tu vas mettre ta force. C'est comprendre que tout ne se résout pas avec plus de contrôle, mais avec plus d'acceptation. Qu'il y a des choses qui font mal, mais qu'on ne les corrige pas en essayant de les forcer. On les affronte, on les traite, on les laisse partir. Et ça fait mal, oui, mais ça libère aussi. Parce que le jour où tu lâches ce que tu ne peux pas contrôler, ton énergie revient à toi. Et quand cela arrive, l'esprit commence à respirer à nouveau. Ce n'est pas facile. L'ego veut le contrôle. Il veut avoir raison. Il veut avoir le dernier mot. Il veut que tout se passe comme il l'a imaginé. Mais la vie ne répond pas à l'ego. La vie fait ce qu'elle a à faire, et parfois cela signifie que tu devras t'adapter, même si cela ne te plaît pas. Et c'est là que la force intérieure entre en jeu. Pas celle qui se bat tout le temps, mais celle qui accepte l'inévitable sans perdre son centre. Fais une liste de tout ce qui te cause du stress, de l'angoisse ou de la colère aujourd'hui. Ensuite, marque clairement ce qui est vraiment sous ton contrôle. Le reste, laisse-le partir. Non pas comme quelqu'un qui abandonne, mais comme quelqu'un qui se libère. Parce que tant que tu continueras à tirer sur cette corde, tu ne guériras pas, tu t'épuiseras. Et tu n'es pas ici pour ça. Tu es ici pour vivre avec clarté, avec fermeté, avec paix. Lâche la corde. Elle te fait plus de mal que ce que tu essaies de sauver. 5. Offrez-vous un refuge de silence chaque jour. L'esprit est comme un lac agité par le vent. Quand tout autour de vous fait du bruit, les eaux se brouillent et vous ne pouvez pas voir le fond. Mais si le vent s'arrête, si le bruit cesse, le lac se calme et la surface devient claire. Et alors, ce qui semblait auparavant confus commence à se voir avec clarté. C'est ce que fait le silence. Il ne change pas la réalité,
mais révèle ce qui est en dessous. Nous vivons entourés de distractions, écrans, notifications, conversations vides, bruits externes et internes qui ne s'arrêtent pas. Nous nous habituons à cette stimulation constante et nous avons peur du vide. Quand il y a du silence, nous nous sentons mal à l'aise, presque perdus. Mais ce malaise ne vient pas du silence, il vient de tout ce que nous avons évité. C'est pourquoi beaucoup de gens ne peuvent pas rester seuls 1 minute sans rien faire. Parce que dans cet espace apparaît ce qui fait mal, ce qui pèse, ce qui a besoin d'attention. Et pourtant, c'est justement là que se trouve l'opportunité de guérir. Le silence n'est pas l'absence de son, c'est la présence pure. C'est le moment où vous arrêtez de courir et vous vous retrouvez avec vous-même, sans masque, sans bruit, sans distraction. C'est le seul endroit où vous pouvez vraiment vous écouter. Parce que si vous ne pouvez pas être seul avec vous-même, sans bruits externes, cela signifie que vous êtes encore en fuite. Les stoïciens valorisaient l'introspection. Ils savaient qu'un esprit sans pause est un esprit qui ne peut pas réfléchir. Et sans réflexion, il n'y a pas de croissance, seulement de la répétition. Marc Aurèle écrivait au milieu du chaos de son empire, non pas parce qu'il avait du temps, mais parce qu'il comprenait que sans ces moments de silence, il ne pouvait pas penser clairement. La clarté n'arrive pas quand vous courez, elle arrive quand vous vous arrêtez. Vous n'avez pas besoin d'heures de méditation ni d'une retraite spirituelle. Vous avez juste besoin d'un moment chaque jour, 10 minutes, 5, mais qu'il soit uniquement à vous, sans téléphone, sans gens, sans rien. Asseyez-vous en silence et observez. Écoutez votre respiration. Écoutez vos pensées sans intervenir. Ne faites rien. Laissez simplement le lac se calmer. Au début, ce sera inconfortable, mais si vous le pratiquez avec intention, vous commencerez à remarquer quelque chose de puissant. Votre esprit s'éclaircit, votre corps se détend, et ce qui semblait urgent perd de sa force. Ce refuge silencieux est plus nécessaire que toute autre chose que vous avez à faire. Parce que si vous n'avez pas d'espace pour vous, si vous ne vous donnez pas un moment pour vider votre esprit, tout ce que vous faites sera rempli de tension. Le silence est une hygiène mentale. Tout comme vous nettoyez votre corps chaque jour, vous avez également besoin de nettoyer l'excès de stimuli qui s'accumulent dans votre tête. Si vous ne le faites pas, tôt ou tard, vous allez vous briser de l'intérieur, même si vous continuez à fonctionner de l'extérieur. Vous offrir du silence est aussi un acte de respect envers vous-même. C'est vous dire « Je mérite la paix, je mérite de l'espace, je mérite de m'écouter ». Et cet acte, répété chaque jour, devient une pratique de guérison profonde. Vous ne vous illuminerez pas du jour au lendemain, mais vous commencerez à vous connaître. Vous commencerez à comprendre ce dont vous avez besoin, ce qui vous pèse, ce que vous pouvez lâcher. Et c'est cela qui change vraiment votre façon de vivre. Faites du silence un rendez-vous sacré avec vous-même. Protégez-le comme vous protégeriez quelque chose de précieux, parce que c'est le cas. Dans un monde qui crie, trouver votre propre centre dans le silence n'est pas seulement un cadeau, c'est une forme de résistance. C'est vous rappeler que vous n'avez pas besoin de bruit pour exister, que vous n'avez pas besoin de distraction pour vous sentir vivant. Vous avez juste besoin de présence. Et la présence naît dans le silence. 6. Marche comme si chaque pas était une prière. Imagine que chaque pas que tu fais laisse une empreinte sur la terre et que cette empreinte ne disparaît pas. C'est comme écrire avec les pieds. C'est comme si la façon dont tu marches parlait pour toi. Si tu es pressé, l'empreinte est maladroite. Si tu es distrait, elle est confuse. Mais si tu marches avec intention, si tu marches avec présence, alors chaque pas devient une déclaration silencieuse que tu es ici, maintenant, vivant, avec sens. Marcher est l'une des actions les plus basiques de l'être humain, mais la plupart du temps nous le faisons sans penser, courant d'un endroit à l'autre, avec l'esprit n'importe où, sauf dans le présent. Nous utilisons nos jambes comme si elles n'étaient que des outils pour arriver plus vite ailleurs, mais nous oublions quelque chose d'essentiel. Marcher peut aussi être une pratique spirituelle, une façon de se reconnecter avec soi-même, de revenir au corps, d'apaiser l'esprit. Les stoïciens ne parlaient pas de marcher comme d'un rituel, mais ils parlaient de pleine conscience,
de vivre avec conscience, de ne pas laisser les jours passer sans avoir été vraiment vécus. Marcher avec présence, c'est exactement cela. C'est prendre quelque chose que tu fais tous les jours et le transformer en un acte de méditation active. Tu n'as pas besoin d'un temple, ni d'une cérémonie, ni d'un guide. Tu as juste besoin de toi et du sol sous tes pieds. Commence par ralentir. Marche sans ton portable à la main, sans écouteurs dans les oreilles, sans l'esprit ailleurs, sans le contact de tes pieds avec le sol. Écoute les sons autour de toi. Observe sans juger. Chaque pas, chaque respiration, chaque mouvement peut devenir une prière muette qui te ramène au moment présent. Tu ne marches pas pour arriver, tu marches pour être. Quand tu fais cela, quelque chose change en toi. L'anxiété diminue, les pensées ralentissent. Tu commences à te sentir partie de l'environnement, pas seulement un corps qui se déplace à l'intérieur. Et dans cet état, l'esprit s'éclaircit, parce qu'il n'y a pas de passé, pas de futur, seulement ce pas, puis le suivant. Tu n'échappes à rien, tu ne cours vers nulle part. Tu habites simplement ton corps, ton moment, ta vie. Marcher ainsi peut sembler idiot, mais les choses simples sont les plus puissantes lorsqu'elles sont faites en profondeur. Ne sous-estime pas l'impact de transformer une promenade en une pratique quotidienne de connexion avec toi-même. C'est comme réinitialiser l'esprit, comme le mettre en silence sans forcer quoi que ce soit. Il ne s'agit pas de penser moins, il s'agit de penser à partir d'un autre endroit, depuis le corps, depuis le calme, depuis l'ici. Fais de cette habitude quelque chose de sacré, même si ce n'est que 10 minutes par jour. Sors, respire, marche comme si tu parlais à la vie. Comme si chaque pas était une affirmation que tu n'as pas besoin de courir pour être bien. Que tu peux avancer sans hâte, sans peur, sans bruit. Et quand tu le fais, non seulement ton esprit te remerciera, aussi ton corps, ta respiration, ton énergie. Parce que marcher avec présence, c'est en essence te rappeler que tu n'es pas perdu, que le chemin n'est pas là-bas, mais en toi, et que chaque pas, aussi petit soit-il, peut te rapprocher de cette paix que tu recherches tant. Tu n'as pas besoin d'arriver à une destination pour la ressentir. Tu as juste besoin de commencer à marcher différemment, comme si chaque pas était une prière. 7. Ferme le cycle de pensée qui ne mènent à rien. L'esprit est comme une machine à laver bloquée sur le même cycle. Elle tourne et tourne, et même si elle semble faire quelque chose d'utile, en réalité, elle ne nettoie rien. Elle tourne simplement au même endroit, usant les vêtements, t'épuisant. C'est ainsi que sont les pensées répétitives, celles qui ne résolvent rien, qui tournent simplement dans ta tête sans aller nulle part, te volant de l'énergie, de l'attention, de la vie. Cela nous arrive à tous. Une erreur du passé, une dispute non résolue, une situation que tu ne peux pas contrôler, une inquiétude imaginaire sur ce qui pourrait arriver. Tu y penses une fois, puis une autre, et encore une autre. Tu penses que tu analyses, mais en réalité tu es coincé. Tu penses que tu cherches une solution, mais tu ne fais qu'alimenter le problème. Et pendant ce temps, le présent s'échappe. Parce qu'on ne peut pas bien vivre lorsque l'esprit est ancré à une pensée qui n'avance pas. Le stoïcisme nous offre une sortie claire. Utilise ta raison pour identifier les pensées qui sont utiles et celles qui ne le sont pas. Toutes ne méritent pas ton attention. Toutes ne méritent pas d'être répétées. Épictète le disait sans détour, ne te perturbe pas pour des choses qui ne dépendent pas de toi. Et dans ton esprit, cela signifie apprendre à couper fermement le dialogue interne qui n'existe que pour te maintenir coincé. Il y a une différence entre penser pour comprendre et penser pour punir. Le premier libère, le second te coule. Chaque fois que ton esprit entre dans un cycle inutile, tu perds de l'énergie vitale. Tu renforces une émotion négative. Tu répètes la même souffrance, comme si la répéter allait changer le résultat. Mais ça ne le change jamais. Ça ne fait que le renforcer. Fermer un cycle de pensée ne signifie pas l'ignorer. C'est l'affronter avec clarté. Te demander honnêtement, cette pensée a-t-elle une solution? Puis-je faire quelque chose à ce sujet maintenant? Si la réponse est non,
alors il n'y a pas de sens à continuer à y penser. Et si la réponse est oui, agis. Fais ce que tu as à faire et avance. Ne reste pas figé entre l'inquiétude et la paralysie. Cela ne fait que t'épuiser. Tu peux aussi écrire cette pensée, la sortir de ta tête et la mettre sur papier. Parfois, en la voyant de tes propres yeux, tu te rends compte de son absurdité, de sa répétitivité, de son faux semblant. D'autres fois, en l'écrivant, elle se transforme en quelque chose de plus clair. Mais surtout, elle arrête de tourner en toi. Un autre outil puissant est de le dire à haute voix, littéralement. Nomme-le, parle à toi-même, écoute comment cette pensée sonne en dehors de ta tête. Souvent, elle perd de sa force lorsqu'elle cesse d'être secrète. Quand tu la vois pour ce qu'elle est, une histoire que tu répètes parce que tu ne sais pas comment la terminer. Mais tu peux y mettre fin, même si c'est inconfortable, même si c'est difficile. Fermer le cycle est une décision. Tu ne peux pas empêcher les pensées d'apparaître, mais tu peux choisir lesquelles nourrir et lesquelles laisser mourir de faim. L'esprit a besoin de limites, non pas pour le réprimer, mais pour l'ordonner. Parce qu'un esprit sans limite est comme une maison avec les portes ouvertes toute la journée. N'importe qui entre, n'importe quelle pensée s'installe, n'importe quel bruit reste. Tu ne peux pas vivre en paix ainsi. Entraîne-toi à remarquer quand tu es coincé, pour te dire fermement, ça suffit. J'ai déjà pensé à cela, je l'ai déjà ressenti, je l'ai déjà analysé, et cela ne mène à rien. Et ensuite, change de focus, bouge, respire, fais quelque chose avec tes mains. Sors de ta tête et entre dans ton corps. Parce que c'est ainsi que le cycle est brisé, non pas avec plus de pensée, mais avec de la présence, avec de la décision, avec de la clarté. 8. Respire comme si c'était votre façon de rentrer chez vous. La respiration est comme une clé oubliée que vous avez toujours portée dans votre poche, mais que vous utilisez rarement pour ouvrir la bonne porte. Elle est là, fonctionnant tout le temps, automatiquement, silencieusement, constamment. Et pourtant, nous ignorons son pouvoir. Nous nous habituons tellement à sa présence que nous cessons de la voir comme un outil. Mais quand tout devient chaotique, quand l'esprit s'accélère, quand le monde pèse trop lourd, cette respiration peut être la façon la plus directe de rentrer chez soi. Et je ne parle pas d'une maison physique, mais de votre centre. De cet endroit intérieur où vous n'avez pas besoin d'agir, de prouver, de courir ou de vous défendre. Cet espace où vous pouvez enfin baisser la garde et simplement être. Quand vous respirez avec intention, quand vous le faites avec présence, vous n'oxygénez pas seulement le corps, vous nettoyez aussi l'esprit. Vous dites au système nerveux qu'il n'y a pas de danger, qu'il peut cesser d'être en alerte. C'est un signal silencieux mais puissant qui interrompt le cycle du stress, de la peur, du chaos. Dans le monde moderne, nous vivons avec la respiration coincée dans la partie haute de la poitrine, rapide, superficielle, anxieuse. Et ce type de respiration dit au corps que vous êtes en guerre, même si tout est calme. Ce n'est pas une coïncidence si, lorsque nous sommes angoissés, nous retenons notre respiration. Ou que, lorsque nous sommes en paix, nous soupirons longuement sans nous en rendre compte. Le corps le sait. Nous avons juste oublié de l'écouter. Les stoïciens ne parlaient pas de technique respiratoire, mais ils parlaient de maîtrise intérieure. Et apprendre à respirer consciemment est un acte de maîtrise profonde. C'est prendre le contrôle sans forcer, sans imposer. C'est vous rappeler que vous n'avez pas besoin de fuir ce que vous ressentez, que vous pouvez rester là, respirer avec ça et laisser passer. Parce que tout passe, tout change, tout se transforme si vous ne résistez pas. Faites l'essai maintenant, inspirez lentement, par le nez, sentez l'air entrer, faites une pause de quelques secondes, puis expirez doucement, par la bouche, et répétez. Il n'y a pas de magie là-dedans, il y a de la conscience. C'est une façon d'interrompre le pilote automatique et de vous dire « je suis là, je respire, je reviens ». Quand vous faites de cette pratique une habitude, votre relation avec l'anxiété change. Vous n'avez plus besoin de courir, de réprimer, de vous distraire. Vous avez un outil interne qui est toujours avec vous, peu importe où vous êtes ou ce qui se passe.
Vous pouvez être entouré de chaos, mais si vous respirez bien, si vous respirez avec attention, le chaos n'entre pas. Parce que la respiration consciente est une frontière, une barrière naturelle qui protège votre paix. Offrez-vous cet espace chaque jour, même si ce n'est que pour quelques minutes. Asseyez-vous, fermez les yeux et respirez, non pas pour échapper au monde, mais pour revenir à vous, pour vous retrouver, pour nettoyer le bruit. La respiration ne va pas résoudre vos problèmes, mais elle va vous donner l'état d'esprit dont vous avez besoin pour les affronter. Elle va vous rappeler que tout n'est pas si urgent, que tout ne dépend pas de votre épuisement, que parfois vous avez juste besoin de vous arrêter et de revenir au rythme naturel de votre corps. Respirez comme si c'était votre façon de rentrer chez vous, parce que c'est le cas. C'est votre ancre, votre base, votre refuge. Cela ne coûte rien. Cela ne prend pas beaucoup de temps, mais cela transforme tout, parce que quand vous revenez au corps, vous revenez à la réalité. Et quand vous êtes dans la réalité, sans distraction ni tempête mentale, c'est là que commence la véritable guérison.